En fait, la naissance du Château des Animaux, c'est comme la naissance de beaucoup de projets. C'est le mix, le mélange de plusieurs ingrédients, en fait. Le 1er, c'est que, j'ai lu La ferme des animaux, de George Orwell. Je l'ai lu assez jeune et j'ai évidemment adoré et j'ai aussi été frappé par, la noirceur, la dureté de cette histoire, et par son tragique, c'est-à-dire, par le fait qu'il n'y ait pas d'espoir, alors même que les protagonistes avaient employé, du courage, de la volonté, et des moyens, sincères et bons. Donc j'étais un enfant fasciné et frustré par La ferme des animaux. La deuxième rencontre, thématique, en fait, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est à partir de l'âge, on va dire, de 40 ans, la découverte de tous les principes de désobéissance civile, les histoires de personnages évidemment que tout le monde connaît, de Gandhi, de Nelson Mandela, de Solidarność en Pologne, de mouvements aussi un peu moins connus, je pense notamment à Otpor en Serbie, qui, à travers la désobéissance civile, a réussi à renverser le gouvernement de Milosevic. Et en fait, c'est le mélange des deux, c'est-à-dire à la fois cette frustration tragique de la ferme des animaux et la possibilité d'une solution, d'une piste, qui elle passait par les mouvements de désobéissance civile. Et c'est la rencontre des deux qui a fait que j'ai eu envie d'écrire une sorte, parce que c'est pas vraiment ça en fait, mais une sorte de suite de la ferme des animaux, même si une fois de plus c'est pas les mêmes personnages, c'est pas le même lieu, et voilà, mais on va dire avec les règles du jeu. En fait, ce que j'ai repris, c'est les règles du jeu, c'est-à-dire un seul lieu, des animaux qui parlent, mais qui sont limités et qui sont dans une attitude quand même totalement animale. Et donc, j'ai repris ces règles du jeu, j'ai mis mes frustrations, j'ai mis ma conviction profonde pour, pour les résultats et l'impact de la désobéissance civile, que ce soit d'ailleurs dans nos vies personnelles, politiques ou même familiales. J'ai mixé tout ça et ça a donné le Château des animaux. C'était une sorte de forme de hasard au final parce que, moi je venais de sortir de l'école et j'ai fait le dessin sur une histoire, courte animalière dans Spirou et c'était une histoire avec des petits renards, assez rigolote et Martin Zeller qui était éditeur chez Casterman, avant était éditeur chez Dupuis et donc a vu la petite histoire et lui, il était en contact avec Xavier qui cherchait un dessinateur pour, son histoire du château. Parce que lui, il avait écrit, vraiment, tout le château, avant que j'arrive, quoi et donc ils m'ont proposé l'histoire. Moi, je l'ai lue et puis elle m'a vraiment, complètement apporté parce que, c'est quand même, un gros pavé le scénario des 4 tomes. Et je l'ai vraiment lu d'une traite, sans pouvoir m'arrêter et du coup après j'étais vraiment super motivé pour la dessiner. Notre rencontre, elle est curieuse parce qu'en fait, il se trouve que j'enseigne dans une école d'art qui s'appelle Émile-Co, à Lyon, où était étudiant Félix. Et donc, je l'ai eu comme étudiant, mais moi, j'avais beaucoup d'étudiants et je passe finalement relativement peu de temps dans cette. Donc, j'ai pas eu le temps de le rencontrer lui particulièrement. Et surtout, à l'époque, il m'avait pas montré ses dessins. Donc, lui se souvenait de moi, mais moi je me souvenais pas de lui. Et quand mon éditeur, Casterman en l'occurrence, m'a dit voilà, je crois qu'on a quelqu'un, parce j'avais essayé, enfin, j'avais regardé beaucoup d'auteurs, mais aucun ne me convenait. Il me dit voilà, j'ai peut-être quelqu'un, regarde ses dessins, ça devrait aller. Ils m'ont envoyé ses dessins. Et là, c'est l'avantage du dessin. J'ai eu un énorme coup de foudre, mais à la seconde, et je leur ai dit c'est bon, c'est bon, tout de suite. Et, euh, et ils me disent, tu le connais? Et là, j'étais sûr. J'ai dit, bah non, si quelqu'un dessine comme ça, je ne l'oublierai pas. Donc non, je ne le connais pas. Et ils m'ont dit, mais si, voilà, ils m'ont expliqué, c'était un des étudiants. Et puis donc, on s'est retrouvés. Et là, évidemment, le rapport qu'on a, c'est pas du tout, enfin voilà, c'est le rapport d'un scénariste à un dessinateur. Je pense que l'exemple le plus parlant c'était la construction de Miss B. Avant d'être le dessinateur, j'avais quand même fait un test sur une page et puis je lui avais fait des propositions de personnages et cetera et Miss B, à la base, je lui avais proposé une sorte
de mère chat tigré. Que je m'étais vraiment dit que les zébrures, ce serait super bien pour tout ce qui est volume. Comme ça, on aurait lu le volume du chat assez facilement et ça aurait été une sorte de repère parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres animaux tigrés. Mais lui, il avait une approche de Miss B plus sur le fond et plus intéressante qui était de la faire blanche pour à la fois montrer sa pureté, mais que toutes les épreuves qu'elle traverse se marquent sur son plage. Et en fait, les choses se construisaient comme ça, sur une sorte de ping-pong. J'envoie le scénario à Félix, on en discute un peu, on discute de l'histoire, parfois, notamment pour les tomes qui arrivent là. Et puis ensuite, on discute beaucoup tous les deux sur la mise en scène de chaque page, pour essayer d'apporter chacun de notre côté le maximum de ce dont on a envie, et pour cumuler en fait nos idées, nos pistes, voilà. Et donc, on travaille main dans la main au moment du storyboard, qui est vraiment le moment où naît la bande dessinée. Et, et puis après, bah, il va travailler, il fait le crayonné, le noir et blanc, les couleurs, voilà. Et puis moi, je continue à changer le texte jusqu'à la dernière seconde, ce qui est horrible, hein, c'est horrible. Mais bon, voilà, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Mais sinon, pour les scénarios, à la base, il avait écrit vraiment les 4 tomes. Mais au bout du 2e tome, là, il a réécrit les 2 derniers tomes en nous demandant notre avis à moi et à Gaëtan, l'éditeur, sur qu'est-ce qu'on avait envie d'intégrer à l'histoire. Et puis, c'était cette partie-là de la construction de l'histoire, ça s'est fait un peu plus, je ne vais pas dire de manière collégiale, parce que c'est quand même lui qui a fait tout le boulot, quoi. Mais bon, on a eu quelques petites idées à proposer. Mais du coup, c'était super, super chouette et en plus hyper passionnant de le voir travailler et créer l'histoire. Le style, il s'est imposé pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un style un peu, enfin, j'espère que c'est un style un peu doux, entre guillemets, euh, pour un peu contraster avec la dureté de l'histoire, quoi. Et en fait, Xavier m'avait donné dès le début de l'histoire la référence que lui voyait la référence graphique que lui voyait pour ce scénario, et c'était les Aristochats, et tous les vieux Disney comme ça. Et donc, je me suis beaucoup inspiré et des anciens Disney, et notamment du travail de Milt Kahl, je ne sais jamais si on dit Kahl ou Cole. Euh, et après, dans le dessin animalier, il y a des dessinateurs mais hallucinants, que ce soit Claire Wenling ou Franquin aussi, c'est un dessinateur animalier qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Et du coup, j'ai essayé de faire une sorte de synthèse de ces choses-là en ayant aussi mon propre style et mes propres défauts qui viennent forcément un peu changer le résultat. Et puis... Mais après, il y a aussi une sorte d'inspiration, c'est Black Sad. Euh, mais là, c'est particulier parce que vu j'avais vraiment peur de faire trop proche de Black Sad, du coup, j'ai essayé de regarder le moins possible parce que je me suis dit, si je regarde trop, je vais faire exactement pareil parce que je serais trop influencé et ce sera forcément moins bien de toute façon. Donc c'était une sorte d'inspiration, mais plus dans le fond, parce que parce que c'est vraiment la BD animalière en couleur directe. Il y a la façon de dessiner qui évolue beaucoup. Euh, Enfin, au fur et à mesure de l'histoire, je pense qu'au début, je faisais des dessins assez chargés. Et puis
petit à petit, les formes se sont un peu épurées et approchées un peu plus de ce que je voulais faire aussi. Mais plus l'histoire passe, plus on s'approprie les personnages et plus on peut rentrer dans la «complexité» entre guillemets, mais ça passe vraiment par des périodes où on exagère un peu le trait, parce qu'au début, c'était trop chargé, après c'était, trop simplifié et en, voilà, c'est j'essaie d'ajuster, petit à petit le trait, et d'arriver à un résultat qui soit bien et qui, j'espère, plaira à tous les lecteurs. Et c'est un dessinateur absolument génial. Et j'ai conscience de ma chance énorme de travailler avec lui. Moi, c'était vraiment une sorte de, justement de mix entre l'envie de dessiner une sorte d'histoire avec, une histoire avec un message qui me correspondait et qui me plaisait, et en même temps le fait que cette histoire m'emporte complètement, et me fasse passer par une sorte de, ouais, de montagne russe émotionnelle, quoi, et donc ouais, ça correspondait, vraiment à mes idées politiques. Enfin, le message me plaisait vraiment beaucoup, et puis donc j'étais vraiment ravi d'apporter mon dessin à cette histoire. Le Shadow des animaux est une bande dessinée très militante qui porte totalement une idée politique, mais elle ne porte pas que une idée politique, elle porte aussi une idée humaine. C'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est-à-dire que euh, échelle politique. Vous voyez bien, enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, qu'on est aujourd'hui dans une société où la force et la résolution par la force sont valorisées à la fois par beaucoup de mouvements politiques, par des mouvements de population. On sait que non seulement aujourd'hui des candidats qui prônent la force, ça peut être aux États-Unis, mais ça peut être en Europe, ça peut être chez nos voisins russes. Bref, on voit bien qu'il y a une sorte de fascination pour l'homme politique et à gros bras, en fait, pour celui qui, entre guillemets, gueule plus fort que les autres. Donc il y a cette fascination politique, il y a, et tous les sondages le montrent, une forme de volonté d'autoritarisme dans nos populations. Il y a au sein même de certains mouvements qui portent de vraies causes, mais la tentation de la violence pour mettre en place ces causes, hein, c'est-à-dire cette idée qu'au bout d'un moment, à partir du moment où la cause est juste, on a le droit de brûler, casser, détruire, et pourquoi pas blesser. Euh, et, euh, et j'ai envie même de dire qu'à l'échelle personnelle, c'est-à-dire dans les relations de couple, dans les relations amicales, les relations familiales, il y a souvent cette idée, c'est très partagé en France notamment, que si on gueule un bon coup, ben on va obtenir ce qu'on veut. Or ça, c'est la différence entre vaincre et convaincre. C'est-à-dire que c'est la différence entre euh, en fait, avoir gain de cause momentanément et se préparer à un retour de flamme très violent et changer les choses. Et ma conviction, à titre humain, personnel, subjectif bien sûr, ma conviction est qu'on ne change les choses profondément et sur le long terme que sur la base d'un accord et de la non-violence. Et ce n'est absolument pas une idée répandue, en fait. Et d'ailleurs, dans les gens que j'ai rencontrés autour de la publication des albums, beaucoup me disent, on a passé un bon moment, mais bon, dans le fond, c'est quand même la violence qui change les choses. Et non. Et en plus, l'histoire, je trouve que l'histoire nous prouve bien que la violence ne résout pas les choses sur le long terme. Voilà, donc c'est effectivement une BD plutôt militante. Ouais. Rendre l'injustice visible. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de forces d'oppression s'attachent à montrer que leur force est visible. Hein, c'est fascinant d'ailleurs, c'est-à-dire que, par exemple, même les nazis cachaient leurs crimes. Aujourd'hui, par exemple, des groupes extrémistes montrent sur des vidéos qui coupent des têtes, qui brûlent des gens, ils veulent montrer leur force. Bien, ça c'est leur arme. Eh bien, je pense que l'arme de l'autre camp est de montrer l'injustice et de juste, voilà, de la présenter.
Et d'ailleurs, on voit bien que quand on voit, par exemple, des scènes de violence, qu'elles soient contre les policiers ou qu'elles soient contre des victimes civiles lors de manifestations, ça fait réagir. Pourquoi? Parce que la violence, tout d'un coup, est rendue visible. Et ce que cherchent à faire la plupart des dictateurs, c'est justement à empêcher les médias, à les bloquer. Pourquoi? Parce que les médias ont les moyens de rendre l'injustice visible. L'art a les moyens de rendre l'injustice visible. Le cinéma, la bande dessinée, etc. Et donc, ils le craignent énormément. De la même manière qu'ils craignent le rire, ce que démontre par exemple le tome 1, parce qu'en fait, la position de force et de leader viril s'accorde mal de l'humour et en fait du ridicule qui est lié à ces positions de force. Donc rendre l'injustice visible, bien sûr, et faire cesser la peur, puisque la peur est la conclusion de la force employée par le camp d'en face. Si vous n'avez plus peur, la force ne sert plus à rien. Moi, je pense que César, c'est vraiment mon personnage préféré humainement, on va dire. Alors, il en fait toujours des caisses, quoi. Alors, c'est assez agréable à dessiner, mais pas spécialement pas spécialement qu'il ait un design particulier, mais il a une façon de vivre qui fait plaisir à dessiner, quoi. Parce que quand on dessine les personnages, on s'identifie vraiment à eux. Et donc, quand on dessine une scène triste, on est forcément triste. Et quand on dessine un personnage un peu truculent, ça fait vraiment super plaisir. Et donc, César, c'est vraiment le plus marrant. C'est vraiment le plus cool à dessiner. Moi, je suis très touché par. Alors, je les aime, vous imaginez bien que je les aime tous, mais je suis particulièrement touché par Miss B, en fait. Parce que Miss B, au départ, elle n'a vraiment aucune raison et aucune envie de faire de la politique. Et ça va lui coûter cher de faire de la politique, très cher. Parce que finalement, des personnages principaux qu'on découvre dans cette histoire, c'est elle qui a le plus à perdre, à savoir ses enfants notamment, et sa relation avec eux. Et moi, je suis très touché par ces gens du quotidien qui ont une vie, qui pourraient être tranquilles et qui tout d'un coup décident en fait de s'engager. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Voilà, c'est un secret pour personne, je fais partie de la Ligue des auteurs professionnels, qui est dirigée depuis le départ, par exemple, par une jeune autrice qui s'appelle Samantha Bailly. Et par exemple, Samantha Bailly, pour moi, c'est un peu une Miss B dans la réalité. Alors, d'abord, elle est non violente déjà, et puis elle se bat alors pour une belle cause, alors qu'en fait, bah voilà, maintenant c'est une mère de famille, elle a une carrière d'auteur qui marche très très bien, et elle pourrait faire plein d'autres choses. Et donc, à travers Miss B, c'est des personnages comme ça que j'admire énormément. Livre que j'aimerais recevoir, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais lu le tome 1 et le tome 1, j'avais vraiment adoré. C'était L'âge d'or de Penrosa, le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai super hâte de le lire. Je sais que Oliver Stone, le réalisateur bien connu, vient de sortir son autobiographie et qui s'appelle À la recherche de la lumière. Et moi, je suis, à titre personnel, mais voilà, ce serait pour qu'on me l'offre à moi. Alors, passionné par les trajets de ces grands réalisateurs et grands scénaristes. Parce que je suis toujours très curieux de savoir comment ils en sont arrivés à écrire leurs histoires, comment ça s'est passé. Et à chaque fois, je prie pour qu'ils souffrent autant que moi. Et quelque chose me dit qu'Oliver Stone a beaucoup souffert. Donc ça me rassure. Alors, moi, il y a un livre que j'aimerais bien offrir. Je vous le montre là. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est écrit par un Britannique qui s'appelle Douglas Murray. Ça s'appelle La Grande Déraison. C'est un essai sur, en fait, les risques portés par des mouvements qui, justement, portent des causes qui sont très justes, évidemment, mais sur, en fait, les déviances et en fait, des conséquences à long terme qui pourraient être désastreuses et qui sont portées par un certain nombre de mouvements actuels. Donc, je trouve ce livre intéressant, dérangeant, à contre-courant. C'est toujours agréable de lire des livres à contre-courant. Et donc, j'aimerais bien l'offrir parce qu'une fois de plus,
il a cette qualité qui, pour moi, est la qualité première d'un livre, qui est d'ouvrir de nouvelles perspectives. Pour moi, le livre ultime à offrir, c'est Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner. Ça marche pour tout le monde. Enfin, à mon avis.